premier plan, une femme qui lit. C'est extrêmement important, une femme qui lit. Et au deuxième plan, un homme qui lit mais qui est effacé. Ça, c'est une image de couple. Deuxième image, Caillebotte, toujours, un homme qui lit et une femme désœuvrée. Je crois que ce sont des illustrations de couple assez intéressantes de Caillebotte, et ce sont vraiment des chefs-d'œuvre de la peinture. Surtout celui qui est à gauche est extrêmement parlante. Et ça reflète un certain esprit déjà du XIXe siècle et même au cours du XXe siècle. Si la France a reconnu l'égalité des hommes et des femmes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait certaines raisons. C'est assez intéressant de réfléchir là-dessus. Alors, dans ce regard historique, il y a des éléments à considérer. D'abord, c'est un très long processus. C'est un processus de longue haleine. Processus d'évolution de longue haleine. Qui, en fait, disons, où il y a un certain regard, une certaine mentalité s'est installée dans les comportements, à la fois au sein de la famille, au sein du groupe, au sein de la communauté, au sein des institutions, au sein de la société. Selon cette mentalité qui est partagée par les hommes et les femmes, pas seulement les hommes, les femmes aussi, probablement, je couvre mon micro, mais probablement ceux qui ont tué Marsa Amini étaient des femmes. Probablement c'était des femmes. Parce qu'elles sont extrêmement violentes aussi. Donc, quelque chose qui est installé dans les mentalités, à la fois des hommes et des femmes. Et ces comportements sont préjudiciables et même graves, qui empêchent effectivement l'évolution et l'avancement des femmes. Maintenant, une question se pose. Est-ce que cette perception que nous avons de l'homme et de la femme, et qui est partagée dans toutes les sociétés humaines pratiquement, il n'y a pas de société humaine qui ne partage pas ce point de vue, relève d'une différence essentielle entre l'homme et la femme? Est-ce que c'est une référence d'essence, de réalité entre l'homme et la femme? Ou est-ce je dirais, des stéréotypes qui se seraient imposés, qui se sont imposés au cours des millénaires dans les esprits, qui ont cantonné la femme à un certain rôle et l'homme à d'autres rôles, avec le beau rôle, bien sûr, évidemment. C'est la question qui est intéressante et qu'il faudrait se poser. Est-ce que cette différence est inhérente à la nature humaine ou relève-t-elle d'une mentalité et de stéréotypes qui se sont développés au fil de l'histoire et qui s'est imposé tant aux hommes, qui se sont imposés tant aux hommes qu'aux femmes? Alors, j'étais, vous savez, il y a quelque temps, est paru un livre, des articles, d'une part sur la femme et l'art. Vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire, on voit souvent des hommes, artistes. On voit quelques femmes, mais essentiellement des hommes. On se pose la question pourquoi. Et ceci est intéressant. D'autant plus que dans l'art moderne, les femmes ont été souvent des avant-gardes. Je ne suis pas historien d'art, mais ça m'intéresse ces sujets. Et surtout le réflexe des hommes. J'avais visité à Minneapolis le musée de Hopper, qui est un grand peintre américain. J'ai appris par la suite, pratiquement tout le musée est consacré à son œuvre. Et j'ai appris par la suite que Hopper était marié à une femme qui était un grand peintre talentueux, qui toute sa vie a servi les intérêts de son mari, qui a été sa muse, mais qui a peint aussi. Et savez-vous, lorsqu'elle est morte, cette femme, lorsque Hopper est mort, évidemment, tous ses tableaux ont été, ce qui était disponible chez lui, ont été mis dans un musée, on peut le visiter à Minneapolis. Mais lorsque sa femme est décédée, elle a offert ce musée au public, à la ville. Et vous savez ce qu'il en est venu des tableaux? Ils ont été brûlés.
alors que c'était, aujourd'hui, elle est reconnue comme un très grand peintre, sur le peu d'œuvres qui restent. C'était une certaine mentalité qui gouvernait cela. Vous savez, ce n'est pas si loin que ça. Ça fait même pas un siècle. Ça ne fait même pas 80 ans. C'est quelque chose d'étonnant. J'étais franchement étonné d'apprendre ça. Aujourd'hui, bien heureusement, beaucoup de femmes peintres sont reconnues. Je veux dire, cette évolution de la pensée se fait. Mais ce n'était pas si loin où on brûlait la peinture d'une femme parce que c'était une femme. Et qu'une femme n'était pas capable de produire des chefs-d'œuvre, alors qu'elles étaient à l'avant-garde de l'art moderne. Et ici, c'est l'historienne de l'art américaine, Linda Nochlin, qui a écrit des articles et des livres sur ce sujet. Et évidemment, ça a certainement éveillé certaines consciences, comme la mienne, et peut-être bien d'autres. On a parlé de l'invisibilisation des femmes. C'est à cela qu'on a assisté. Les femmes sont devenues invisibles au cours de l'histoire. Alors, dans certains pays, même l'espace public leur a été interdit. Dans notre pays, vieux pays, on a 17 000 ans. Mais l'espace public était interdit aux femmes. C'est pour ça qu'elles devaient se cacher pour sortir, sous la protection d'un homme. Même en France, dans certains quartiers, l'espace public reste interdit. Sont malvenues les femmes dans l'espace public. C'est pour dire, même au XXIe siècle, on peut voir ceci. Nous ne parlons pas d'Afghanistan. Et je voudrais apporter un point, puisqu'on parle de l'histoire de l'Iran. J'étais étonné de voir que les deux pays qui parlent le persan sont les plus virulents sur ces aspects-là, même parmi les pays musulmans. Ceux qui expriment la virulence la plus grande, la plus forte à ce niveau-là. Et ça relate le courage des femmes iraniennes qui se lèvent contre 7000 ans d'histoire. Je reviens là-dessus. Mais deuxième chose qui m'a véritablement étonné, c'est les sciences et les stéréotypes. Vous savez, récemment, une très grande préhistorienne française, Madame Patou Matisse, a écrit un ouvrage, L'homme préhistorique était aussi une femme. Et elle a décortiqué un peu cette mentalité du 19e siècle. Vous savez, la science de la préhistoire est née en France. La science de la préhistoire est née en France, au 19e siècle. Si vous allez en Dordogne, c'est sur les rochers de Dordogne, dans les grottes, vous allez voir, c'est là où la science de la préhistoire est née. Eh bien, les hommes qui découvraient cette science, ils projetaient leurs stéréotypes sur le passé. Ils s'imaginaient que la femme préhistorique balayait sa grotte avec les enfants en attendant que l'homme revienne de la chasse. Cette image qui est le stéréotype, je change ? Je pense que ça va. Cette image, oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Moi, je me préfère avec ce micro. Alors, donc, cette image très forte, en fait, c'était quoi? C'était l'image de ces préhistoriens français. D'ailleurs, elle le dit, elle écrit, moi, je l'ai lu sous sa plume, dans ses interviews. Des préhistoriens français qui projetaient l'image de leur famille, de leur, comment dirais, fantasme dans la vie familiale, dans leur relation à leurs femmes, à leurs enfants, sur l'homme préhistorique, alors que ça n'avait rien à voir. Alors que c'était des scientifiques, pour dire combien, scientifique, c'est-à-dire celui qui fait marcher sa raison. Mais, eh bien, il était victime, non pas de sa raison, mais de ses stéréotypes, de ses préjugés.
Et dans son interprétation de ces découvertes, ils ont fait, en fait, établi cette image que l'homme préhistorique, c'était celui qui taillait les silex, qui a peint les grottes de Lascaux, qui chassait le mammouth, qui a inventé ou découvert le feu, et puis les femmes balayaient les grottes, en attendant que le mari revienne de la chasse. Vous voyez combien ces stéréotypes étaient forts. Et c'est très intéressant, je vous engage à